docteur Boris Chaumette, responsable du Centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique à l'hôpital Sainte-Anne. Il est au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Ses recherches conduites à l'INSERM et à l'Institut Pasteur portent sur les facteurs génétiques et épigénétiques des troubles psychiatriques. Ses travaux ont été récompensés par le prix Eloy Collery de l'Académie nationale de médecine. Je vous demande d'accueillir le docteur Boris Chaumette. Merci. Je commence évidemment, comme mes camarades précédents, à remercier les organisateurs et Argos 2001 de me permettre de parler avec vous. Comme je suis un peu plus modeste que Raoul Belzo, je n'ai pas fait 7 points, j'en ai fait que 2. Surtout que vous avez probablement envie de passer au dessert prochainement après ce succulent saumon. 2 points, et je vais vous faire ce qui devrait guider la psychiatrie aujourd'hui, c'est-à-dire marcher sur 2 jambes. La clinique et la recherche. Des fois, on les oppose, mais finalement, la recherche, c'est juste la clinique de demain. Alors, je vais commencer par ce qui est faisable aujourd'hui en génétique. Ce n'est pas des utopies, ce n'est pas des choses qu'on fera dans 10 ans, c'est des choses qui sont accessibles depuis 1 an maintenant. C'est ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique 2025. Probablement, beaucoup d'entre vous n'en ont pas entendu parler, et pourtant, on peut y accéder quand on a un trouble bipolaire, dans certaines conditions. Et je vais vous expliquer la genèse de l'accès pour le trouble bipolaire dans ce plan France Médecine Génomique. Ça commence par à peu près 2 décennies de recherche en génétique psychiatrique. On le sait dans l'autisme, on le sait dans la schizophrénie, il y a beaucoup de facteurs génétiques, et c'est vrai aussi dans le trouble bipolaire. Et dans ces 2 dernières décennies, les chercheurs ont identifié un certain nombre de gènes qui peuvent donner des troubles psychiatriques. Et depuis à peu près 2 ans, maintenant, on a des gènes qui sont connus, qui prédisposent à des facteurs développements d'une bipolarité. Alors il y a des gènes qu'on connaît qui sont des variations un peu de la normale et qui, quand on les additionne, donnent un petit peu de risque. Ce n'est pas de cela dont je vais parler. Ce que je vais parler, c'est des choses qui sont utilisables dès maintenant. C'est ce qu'on appelle des maladies rares. Il y a certaines personnes qui souffrent de bipolarité en raison d'une mutation génétique. Le problème, c'est que cette mutation, elle est extrêmement rare. Par exemple, le gène qui est très connu maintenant dans la communauté, c'est un gène qui s'appelle ACAP11, AKAP11. On a identifié 10 personnes dans le monde qui portent des mutations sur ce gène. Quand vous êtes porteur d'une mutation sur ce gène, votre risque est énorme de développer un trouble bipolaire. Vous voyez qu'en fait, on est dans ce qu'on appelle un peu un patchwork. Derrière des maladies fréquentes psychiatriques se cachent en fait beaucoup de maladies rares qu'on commence un peu à découvrir. Et la grande innovation de la France, c'est d'avoir mis de l'argent pour ce plan France Médecine Génomique, qui est quoi? Qui est d'aller faire de la génétique en pratique clinique. C'est unique dans le monde d'avoir investi 250 millions d'euros pour aller chercher à très haut débit, du séquençage à très haut débit. On lit tout l'ADN des patients, des parents, etc. pour essayer d'identifier ces maladies rares. Et on a la possibilité de le faire dans la schizophrénie il y a à peu près 4-5 ans et dans le trouble bipolaire maintenant depuis 1 an. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour tous les patients qui ont un trouble bipolaire parce que évidemment on risque de trouver rien du tout pour la plupart d'entre eux puisque c'est des maladies qui sont rares. Mais on le fait dans 2 cas. On le fait dans un cas où ce sont des patients qui ont des formes neurodéveloppementales, une bipolarité qui a commencé jeune, sur un terrain où il y avait par exemple de l'autisme, par exemple des retards d'apprentissage à l'école. À ce moment-là, c'est légitime d'aller faire un séquençage de génome parce qu'on commence à connaître ces gènes qui prédisposent au trouble du neurodéveloppement associé à de la bipolarité. La deuxième type de patients chez qui on peut faire du séquençage génétique, c'est des patients qui commencent des bipolarités un peu plus tard, parfois à l'âge de 50, 60 ans. C'est curieux quand il n'y a jamais eu d'antécédent de commencer une bipolarité assez tard. D'autant plus si ça s'intègre avec un tableau neurologique, de difficultés motrices, de difficultés par exemple de mémoire, etc. À ce moment-là, on connaît un certain nombre de gènes qui peuvent donner des troubles neurologiques qui vont s'exprimer par de la bipolarité. Et donc c'est aussi logique d'aller chercher une anomalie génétique dans ces situations-là. Donc c'est 2 formes un peu extrêmes. Quand ça a commencé tôt sur des histoires neurodéveloppementales, quand ça a commencé plus tard dans des formes qui sont intriquées parfois avec des troubles neurologiques. Et ça, je vous le dis, on a une chance unique dans le monde. Parfois, on en fait un peu de France bashing, on dit t'es mieux ailleurs, etc. C'est unique dans le monde d'avoir un système qui couvre ça. Donc, il n'y a rien à payer pour le patient, ni pour les hôpitaux. C'est vraiment couvert par la solidarité nationale. Vous allez me dire, alors voilà, je vous vends un peu du rêve, ça a l'air super. Est-ce que c'est des biomarqueurs? Ben non, ça ne suit pas les critères du professeur Raoul Belzo quand on regarde.
C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à l'intérieur de la bipolarité, pour un certain nombre de patients, mais un tout petit nombre de patients, des anomalies qui expliquent. Mais ça ne prédit pas les choses. Je vous parlais de ce gène ACAP11, là qu'on a découvert. Il y a des patients qui, même s'ils ont la même mutation qu'un autre, ils vont développer une schizophrénie. Puis il y en a, ils vont bien s'en sortir. Donc c'est quelque chose qui peut permettre d'expliquer, mais qui n'est pas un pronostic définitif. Et c'est ça quand même qui est intéressant quand on parle de génétique, on a l'impression que ça va être fixé, que ça va être figé, on ne pourra rien faire. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont une particularité génétique et pourtant ils s'en sortent. Ça redonne un peu d'espoir, ça évite d'enfermer les choses. Alors on n'a pas vraiment de biomarqueurs aujourd'hui, on espère que dans un an Raoul nous contredira, mais aujourd'hui l'enjeu, à mon sens, il est aussi d'avancer sur ce qu'on appelle une psychiatrie de précision. Et là je fais la transition avec la question de la recherche. En réalité, comme je vous disais juste avant, toutes ces maladies c'est des patchworks de plein de choses différentes. Il y a des sous-groupes très différents. Vous le savez bien d'ailleurs, troubles bipolaires de type 1, de type 2, de type 3, avec éléments psychotiques, sans éléments psychotiques. On le sait quand on voit les symptômes. Mais c'est vrai d'un point de vue biologique. Et on ne sait pas exactement combien de sous-groupes il y a, mais il y a probablement plein de sous-groupes différents. Ce qui fait dire que parfois c'est des anomalies génétiques, parfois c'est des anomalies immunologiques, parfois c'est des anomalies de connexion cérébrale, etc. Tout est probablement vrai pour un sous-groupe de patients. Et donc notre enjeu, il est d'aller segmenter ces catégories, ces grandes catégories diagnostiques, et d'aller en faire des sous-groupes où on peut comprendre un peu plus l'origine des symptômes, voire essayer d'intervenir de manière un peu plus ciblée. Aujourd'hui, pourquoi on a des échecs dans les thérapeutiques? Parce que probablement, on essaye de donner les traitements un peu en aveugle. On ne sait pas aujourd'hui, quand on traite un patient, s'il va répondre ou pas, s'il a le bon mécanisme qui va être bien ciblé par la molécule. Et donc l'enjeu, c'est de dire, ce patient-là souffre de tel trouble à cause de telle voie biologique qui est perturbée, et c'est ça que je veux aller cibler pour ce patient-là. Et si je lui donne un autre traitement qui marcherait sur un autre patient, ça ne marchera pas pour lui. Ça, on est dans la recherche pour l'instant. Et ça, je vais mettre l'accent sur un deuxième effort national, puisqu'on est au Sénat, autant parler de quand même ce que font la France. La France, vous savez, a des investissements France 2030, et on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le PEPR ProPsy. Donc c'est un programme d'investissement de 80 millions d'euros. On sait que ce ne sera pas suffisant, mais on sait que c'est une brique importante à ne pas rater, parce qu'on doit avancer vers de la psychiatrie de précision. Et pour le coup, l'intérêt de ce programme est qu'il y a un grand nombre de centres, plus d'une cinquantaine de centres. Le professeur Lorca connaît bien ça, puisque c'est lui qui chapeaute le recrutement de la cohorte clinique et la fabrication du protocole, le CPP, l'autorisation éthique, et puis maintenant la mise en place des centres. Il y a un grand nombre de centres qui vont être ouverts sur le territoire pour participer à cet effort de recherche, pour préfigurer les soins de demain avec une psychiatrie de précision, pour ne pas traiter les patients avec des molécules qui ne réussissent pas, mais d'aller cibler le bon patient pour le bon traitement au bon moment, etc. Je vous parle de ça parce que il va y avoir un important rendez-vous qui va être 2026. La cohorte, maintenant, elle va commencer à se constituer. Et pour le coup, vous avez une collaboration entre l'INSERM, le CEA, une grande partie des universités, la mienne, l'Université Paris-Cité, mais aussi l'Université Paris-Créteil, etc. Et puis la Fondation fondamentale que vous connaissez bien. Et c'est quand même assez rare d'avoir autant d'acteurs qui sont investis dans la constitution d'une grande cohorte de recherche à laquelle on vous invitera vraiment à participer parce que on a vu tout à l'heure à quel point la recherche participative était importante, mais on a besoin de vous aussi pour nous aider à avancer dans le recrutement, dans la définition des objectifs, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, toute cette recherche, c'est pour transformer les soins, et à la fin, c'est quand même, on l'espère, pour que ça serve aux patients, à la famille, à l'entourage, et éventuellement de la meilleure façon possible. Merci beaucoup. Bien a dit, maladie, les différents hors normes bipolaires, autistes, schizophrènes, les plus grands artistes, chanteurs, ministres, présidents, psychanalystes, hommes, femmes, stylistes, les 27, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Mike Brandt, Kurt Cobain. On dit qu'il y a 20% de neuroatypiques et 80% d'atypiques. Pour moi, on est du même moule, mais le destin en a voulu autrement. La science avance certes, mais ces pathologies ont toujours existé et seront toujours là, mais avec des effets moindres, car l'humanité comprendra enfin cette richesse des différents, cette hypersensibilité, cette fragilité, ce courage. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud n'avaient pas d'autre choix que de survivre grâce à l'opium. Cette musique que j'ai découverte s'appelle Van Gogh. Savez-vous pourquoi? Bipolaire ou maniaco-dépressif? Un très bel artiste a chanté sur les femmes, Madame, en slam. Moi, je souhaitais chanter cette chanson sur les personnes pas comme les autres. De nombreux films ces dernières années retracent les vies des personnes atypiques, hors normes, comme son nom l'indique. Un petit truc en plus, le livre des solutions, Les Intranquilles, la vie d'Yves Saint-Laurent. Churchill, le saviez-vous? Abraham Lincoln, qui ont vécu des drames, avaient une maladie mentale et se sont battus pour devenir de grands hommes.
La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine et surtout, nous pourrions éviter les prisons, les frustrations et faire de ces personnes qui ont un don du ciel des acteurs qui feraient évoluer le monde. Arrêtons avec la honte d'être un proche, patient. Je suis peut-être utopiste, mais il suffit juste d'écouter, c'est tout, ne pas juger. On ne sait jamais ce que demain est fait. Nous avons tellement à apprendre de ces gens extraordinaires. La plus belle richesse est la tolérance des deux côtés. Je ne veux pas de peine, de pathétisme ou de condescendance envers ces hommes et femmes extraordinaires. Ils méritent mieux, juste de meilleurs soins, de la bienveillance, de la bientraitance. Ces deux mondes ne peuvent qu'en faire un. Tellement de belles choses les rallient, comme la musique, la peinture, les chansons, des causes comme celle-là. I Have a Dream 2025.